Cette journée d'études sur la laïcité dans l'espace francophone, une problématique à part, organisée par l'Institut international pour la francophonie et sous la direction scientifique du professeur Anne Berglour, recteur honoraire de l'Université Senghor-Alexandrie, président honoraire du Réseau international des chaires Senghor de la francophonie, et de la professeure Fousoun Turkmen, titulaire de la chaire Senghor de la francophonie de l'Université Galatasaray, président du Réseau international des chaires Senghor de la francophonie, qui ne peut malheureusement pas être présent parmi nous aujourd'hui. Monsieur le professeur Anne Berglour, je vous laisse donc la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, je voudrais d'abord saluer Madame Marielle Payot, directrice de l'Institut international pour la francophonie, titulaire de la chaire Senghor de Lyon, secrétaire générale du réseau international des chaires Senghor, et la remercier pour avoir autorisé et organisé cette journée scientifique. Qu'il me soit permis également de rendre hommage à notre collègue Madame Fousoun Turkmen, présidente en titre du réseau des chaires qui a suivi de très près la préparation de cette journée, à laquelle pourtant elle ne peut malheureusement pas participer, étant retenue en Turquie pour des raisons familiales impératives. Je souhaite aussi rendre justice à notre collègue Madame Hong Kandang, qui s'est entièrement consacrée à la réussite de cette journée, comme elle vous l'expliquera tout à l'heure. Je voudrais enfin saluer tous ceux qui sont venus, parfois de fort loin, avec une contribution, ou même simplement avec la volonté de participer aux discussions et d'enrichir les débats de cette journée, organisée par le réseau des chaires Senghor, dont l'objet est notamment de faire avancer la recherche en francophonie, en dispensant des enseignements ou en organisant des recherches par le biais de colloques ou de journées d'études. Il convient cependant de s'arrêter sur le thème choisi pour la rencontre, car, à n'en pas douter, c'est bien la première fois que l'on organise une réflexion sur les rapports entre francophonie et laïcité. Jamais un texte officiel de l'Organisation internationale de la francophonie n'a utilisé ce terme qui sent la poudre, selon l'expression du grand juriste Jean Rivero. Pourquoi ce silence? Veut-on éviter le surgissement de nouveaux conflits au sein de la communauté francophone, alors même que la laïcité a pour avantage d'en tarir les sources, en y portant remède? S'agit-il d'une fragilité? Pourtant, loin d'être si fragile, cette communauté est devenue une organisation internationale, comprenant 88 pays sur les 193 États membres de l'ONU. Et dès lors, elle constitue un ensemble considérable qui pourrait être le laboratoire d'une autre mondialisation, d'une mondialisation plus équilibrée, plus solidaire, plus humaniste, pour peu que l'on veuille bien y mener les politiques appropriées aux valeurs incarnées par la francophonie, par une sorte de métissage de l'idéal républicain et de la civilisation senghorienne, les valeurs d'égalité, de partage, de solidarité, de justice sociale, mais aussi soutien à l'état de droit, à la démocratie, aux droits de l'homme, qui ont partie liés, comme nous le verrons, à la laïcité, et qui peuvent être ressourcés aux traditions nationales africaines, moyen-orientales et asiatiques. C'est ainsi que,
pourra se réaliser progressivement le rêve du président Senghor. En effet, le président Senghor, il y a maintenant un demi-siècle, affirmait prophétiquement que le dialogue mondial et le dialogue régional ne suffiraient pas pour assurer la paix. Il disait qu'il faudrait au surplus mettre en œuvre le dialogue interculturel, le dialogue des cultures. Et pour ce faire, il appelait, parallèlement aux unions régionales, comme l'Union européenne, à la construction, à partir des grandes aires linguistiques, d'unions culturelles, composantes et pôle géopolitique à part entière d'une mondialisation multipolaire. La francophonie est l'un de ces pôles, une de ces unions interculturelles. Celle qui a le français en partage, c'est donc tout d'abord, en tant qu'outil de dialogue interculturel, en tant que communauté au service de la paix, que la francophonie est utile à la mondialisation. Elle est une alternative au choc des civilisations, tant redouté par Samuel Huntington. La tragédie américaine du 11 septembre 2001 a malheureusement mis en évidence toute la pertinence, l'utilité, l'intérêt de ce dialogue prôné par le président Senghor dans les années 60, car au-delà de l'horreur, de la volonté de punir les criminels, il faut bien trouver les moyens de prévenir le drame en réactivant le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions. Les espaces géopolitiques voués au dialogue interculturel sont plus que jamais indispensables dans un monde où le choc des civilisations et des religions, avec son cortège d'intégrisme, devient une triste réalité en ce début du XXIe siècle. La francophonie, mesdames, messieurs, n'est qu'un exemple. Certainement le plus abouti, le plus structuré, le plus puissant des ensembles culturels, qui cherchent aujourd'hui à se définir et à se réaliser comme l'hispanophonie, la lusophonie, l'arabophonie, avec lesquelles d'ailleurs des relations étroites ont été nouées. Pour sa part, la francophonie offre, en raison de sa diversité et de la composition de ses membres, une possibilité rare de maintenir et de développer un dialogue entre le Nord et le Sud, entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Voilà pourquoi, dans tous les forums internationaux, la francophonie s'est toujours mobilisée pour défendre la diversité culturelle. Et elle est capable de gagner parce que, suite à un long combat elle a réussi en novembre 2005 à faire adopter à l'UNESCO, par 154 voix contre 2, États-Unis et Israël, la Convention sur la diversité culturelle. Et cette convention affirme que les biens et les services culturels ne sont pas des marchandises comme les autres, et que les États ont le droit d'aider et de protéger leurs industries culturelles, du livre, de la musique, du cinéma. Et ces industries échapperont à l'interdiction faite aux États de l'OMC, membres de l'OMC, de subventionner leurs industries. Les États-Unis se sont farouchement opposés à cette adoption pour maintenir leur hégémonie dans les domaines des industries culturelles, notamment cinématographiques, qui sont leurs principales ressources d'exportation, bien avant l'aéronautique et l'armement. Cet important succès montre le pouvoir de la francophonie lorsqu'elle veut bien l'exercer. Le combat acharné qu'elle a dû mener contre les États-Unis montre, qui veut bien le voir, la différence entre l'universalisme américain et l'universalisme francophone. Mais d'autres combats doivent être menés parallèlement au niveau mondial, celui de la diversité linguistique, d'abord parce que les langues sont tout autant que les cultures des biens communs de l'humanité à préserver, mais aussi parce qu'il ne peut pas y avoir de diversité culturelle pérenne sans diversité linguistique. La diversité linguistique est à la diversité culturelle ce que le multipartisme est à la démocratie politique. Maintenant, il est urgent que la laïcité
devienne le nouveau front de la francophonie. Certes, les querelles entre les tenants des différentes conceptions de la laïcité ont été et continuent d'être très vives. Il suffit d'ouvrir les postes de radio et les postes de télévision pour voir que ce sont des attaques récurrentes des uns contre les autres et des tenants des différentes conceptions. Particulièrement entre les adeptes de la philosophie libérale de la tolérance, représentée par la pensée anglo-saxonne, selon laquelle la liberté de conscience et la liberté religieuse doivent être protégées non par l'État, mais doivent être protégées de l'État, par la société civile, alors même que la laïcité à la française repose sur une conception particulière de la démocratie et de la citoyenneté, de sorte qu'elle constitue un processus public lié à la citoyenneté institué dans le cadre d'une communauté politique déjà constituée autour de l'État, d'où sa singularité. Quelque vivaces qu'aient été les querelles entre les tenants des différentes conceptions de la laïcité, un consensus apparaît sur les 4 éléments qui la constituent, même si leur contenu, leur effectivité, leur articulation continuent à faire débat. Il s'agit d'abord de la liberté de conscience, premier élément, et de sa pratique donc individuelle et collective. En second lieu, il s'agit de l'égalité juridique de tous, indépendamment de leurs croyances religieuses ou philosophiques. Enfin, c'est l'élément le plus connu, la séparation du pouvoir politique d'avec les autorités religieuses. Et le 4e élément étant la neutralité arbitrale de l'appareil d'État. La combinaison de ces 4 composantes laïcisatrices entraîne des formes différentes de laïcité, des figures diverses de l'État laïque, qui ne privilégie aucune religion, qui n'impose aucune conception de la vie bonne, tout en garantissant la libre expression de chacun. En effet, ces éléments de laïcité, ces 4 éléments de laïcité, peuvent apparaître dans toute société qui veut harmoniser les rapports sociaux marqués par des conceptions plurielles de la morale et de la religion. Ils constituent des indicateurs à partir desquels l'analyse peut établir des degrés de laïcisation dans divers contextes politiques et juridiques, même si le terme de laïcité est plus ou moins tenu à distance ou tout simplement ignoré, quand il ne constitue pas une insulte dans certains pays, notamment les pays musulmans. Traiter quelqu'un de laïque, c'est l'insulter. Parce que le terme est considéré laïque et traduit par athée. La voie est ainsi ouverte à l'étude des différentes laïcités existantes dans l'espace francophone, en se montrant attentif au processus historique de sécularisation et de laïcisation qui les ont constituées, aux fondements philosophiques qui les ont légitimés et à leur effectivité sociale, politique, juridique, privilégiant soit la liberté de conscience, soit la non-discrimination, soit la séparation, soit la neutralité, sans se référer à une laïcité absolutisée qui n'existe nulle part d'ailleurs. C'est à tort qu'on présente la laïcité française comme étant le modèle indépassable de la laïcité. Au demeurant, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe les pays membres de l'espace francophone autour d'un ensemble de valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui défend avec vigueur la diversité culturelle sous toutes ses formes,
reste étrangement muette à propos de la laïcité, par peur sans doute d'ouvrir la boîte de Pandore, et pourtant, la laïcité apparaît à beaucoup comme le moyen d'aménager et de favoriser l'inclusion dans la diversité. Selon des variantes multiples, alors même qu'elle est invoquée dans les sociétés culturellement pluralistes comme l'instrument privilégié de la régulation juridique de la diversité, ouvrant la possibilité, selon l'expression qu'on aime bien utiliser aujourd'hui, ouvrant la possibilité d'un vivre ensemble pacifié. La francophonie est aujourd'hui confrontée à un défi. Le défi de proposer un principe de laïcité approprié aux exigences et aux effets délétères de la mondialisation. Elle n'ignore rien des difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit de réunir ces francophones des quatre coins du monde, séparés par de multiples différences culturelles et religieuses. Et c'est toujours avec une certaine émotion que l'on assiste à ces réunions, ces conférences ministérielles, ces conférences organisées par l'OIF et regroupant des personnalités venant de l'ensemble du monde francophone, c'est-à-dire des quatre coins du monde. Et ce sont toujours des réunions respectueuses et pacifiques. Si l'ère francophone possède une expérience tragique et ancienne des conflits liés notamment aux liens trop étroits entre religion et politique, elle dispose certainement aujourd'hui des références culturelles et suffisantes pour inventer une laïcité qu'on pourrait qualifier de collaboration, d'une laïcité de cohabitation, qui pourrait d'ailleurs être utile dans les autres aires culturelles du monde. Je vous remercie de votre attention. Merci le professeur Albert Lourques pour votre belle présentation sur le thème de la journée d'études aujourd'hui. Je voudrais apporter juste un petit complément sur l'ensemble de la journée d'études aujourd'hui. En fait, cette journée d'études est le fruit d'échanges et de collaborations scientifiques. Comme vous savez, c'est sous la direction de deux professeurs et organisée par 2IF. C'est donc la collaboration scientifique interchaire dans le réseau international des chaires Senghor de la francophonie, dont le rôle principal est de faire reculer l'ignorance générale sur la francophonie en organisant les enseignements et en effectuant des recherches aboutissant aux colloques et aux publications dans des revues scientifiques. Créé en 2001 au sein de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 2IF héberge la chaire Senghor de l'Université de Lyon et elle participe activement à la formation sur la francophonie et aux recherches ciblées sur son objet, et ainsi qu'aux échanges avec le réseau des chaires Senghor. Cette journée d'études fait donc partie de toutes ces coopérations. Et l'idée est tout d'abord de préparer un numéro de revue internationale des francophonies sur le thème la laïcité dans l'espace francophone, une problématique à part. Comme ce que vous avez entendu, M. Lourdes, il l'a abordé, c'est un thème très riche, très important, mais encore très peu exploité par les chercheurs francophones. Dès le lancement de l'appel à contribution, on a connu un grand succès avec une vingtaine de propositions d'articles des chercheurs venant de différents pays francophones. Et tous les articles sont en cours d'évaluation et la publication de ce numéro est prévue pour le mois de décembre 2021. Quelques mots sur la revue internationale des francophonies. Cette revue s'inscrit dans la continuité de la revue internationale des mondes francophones,
dont elle se veut tout à la fois l'héritière et le prolongement. Et la professeure Marianne Payot, en tant que directrice de l'Institut, assume également le rôle de la rédactrice en chef de cette revue. Mesdames et messieurs, cette journée d'études constitue une occasion pour nous d'échanger et d'approfondir nos connaissances sur la laïcité dans l'espace francophone. Nous sommes très heureux d'accueillir parmi nos intervenants des chercheurs qui viennent de différents établissements francophones avec des problématiques très diversifiées autour de la laïcité, ce qui reflète une grande diversité au sein de la francophonie, comme on dit souvent, et ce qui nous permet d'avoir des regards croisés sur le thème. Nous allons avoir 3 tables rondes aujourd'hui, une le matin et 2 dans l'après-midi. La première table ronde sur la problématique de la laïcité sera présidée par le professeur Albert Lourdes. La deuxième table ronde sur la laïcité dans l'espace d'Afrique francophone sera présidée par le professeur Didier Bessé. Et la troisième table ronde sur laïcité, histoire et société sera présidée par le professeur André Cabanis. À la fin de chaque table ronde, nous réservons toujours du temps pour les échanges et les questions, ce qui permet aux participants de dialoguer avec les intervenants. Enfin, avant de laisser la place à nos intervenants de la première table ronde, on va avoir une pause café entre cette session d'ouverture et la première table ronde. Je tiens à remercier tous les personnels des institutions partenaires de 2F qui ont accepté nos invitations et qui sont présents aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour remercier le professeur Albert Lourdes qui, par amour pour la francophonie et la recherche sur cet objet, a accepté de sacrifier votre temps précieux pour l'organisation de cette journée d'études ainsi que pour la direction du numéro de revue. Et aussi pour remercier la professeure Foussoun Turkmen pour son implication dans la direction de ces activités, et notamment la professeure Marianne Payot pour son soutien indéfectible et ses encouragements dans l'organisation de cette journée. Permettez-moi aussi de remercier tous les intervenants pour la qualité de votre travail et pour votre présence aujourd'hui, notamment quand plusieurs parmi vous qui viennent de loin. C'est vous, grâce à votre implication, décidez le succès de cette journée d'études. Je pense également à tous nos collègues de 2F, à toutes les petites mains qui ont contribué à la préparation de cette journée d'études, enfin à tous nos étudiants de master de DU et tous les autres participants pour votre intérêt et présence aujourd'hui. Je vous souhaite, chers intervenants, chers participants, une excellente journée d'études.